Hey, hey, hey. Bonjour et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais et bienvenue dans OL Night System spécial. Pendant le confinement, on est là pour vous les supporters et vous avez la chance chaque soir à 17h30 de communiquer presque en direct parce que cette émission est enregistrée tous les jours à 15h avec une personnalité du football, une personnalité du monde du football globalement. Et cette personnalité en question, eh bien on va la recevoir tout de suite puisque Bilal Ghazi de l'équipe est notre invité. Bonsoir Bilal et bienvenue à toi mon vieux. Bonsoir Bart, bonsoir à tous. J'aime bien voir apparaître ta tête comme ça me fait plaisir, je te jure. Bilal, merci d'avoir accepté notre invitation. On est dans une période un peu compliquée, un peu surréaliste même par moment. Est-ce que pour ton métier, au final, ça te permet de prendre un peu de recul et de trouver des choses que tu n'aurais peut-être pas pu évoquer il y a quelques temps ou parce que voilà, l'époque n'était pas dédiée à ça? Voilà, on va dire que c'est une période surtout où le doigt est pointé sur les à côté un peu du monde du sport, ceux que certains de mes camarades ont l'habitude de traiter, l'aspect économique, l'aspect un petit peu des institutions, tout ce qui se trame un petit peu au niveau des différentes instances du football, que ce soit la Ligue, l'UEFA, la FIFA, l'aspect aussi légal. Donc c'est un petit peu tout un tas Ça d'éléments. change beaucoup ton métier ou pas? Bien sûr, ça change parce que, enfin, moi, en l'occurrence, mon métier est concentré uniquement, par la base, surtout sur le terrain, quoi. C'est l'essence, c'est ce qui se passe sur le rectangle vert. Et quand je parle de coulisses, c'est plutôt mercato, plus que savoir les débats de quelle manière le championnat peut reprendre ou non. Donc, forcément, ça change le doigt de l'actualité sportive est pointé ailleurs et ça change beaucoup de choses, en tout cas en ce qui me concerne. Est-ce que tu t'es rendu compte que inconsciemment tu es devenu Monsieur Mercato en ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, évidemment, un peu d'autres clubs également, mais chaque fois qu'on parle Mercato sur les réseaux sociaux, les mecs disent bah, il faut demander à Bilal. Ouais, alors ça, c'est sûr que bon, c'est quelque chose qui est plutôt, on va pas se mentir, qui est gratifiant. Hein, je vais pas bouder mon plaisir à ce sujet-là. Après, ça a aussi ce côté un petit peu parfois marrant parce que du coup, certains laissent à penser, de manière un petit peu exagérée, et humoristique, que j'ai une influence en fait sur le mercato. Limite, parfois on me dit ramène-nous tel joueur, ramène-nous tel joueur. Comme si je faisais partie un peu de la cellule de recrutement ou comme si j'étais un peu un dirigeant du club. Donc ça a un côté un petit peu marrant avec aussi des petits montages que j'aime beaucoup. Donc c'est devenu une forme d'interaction, ce mercato pour moi. Il y a l'interaction invisible, celle qu'on ne voit pas avec les interlocuteurs, ceux qui nous permettent d'avoir les informations, et puis ceux à destination de qui on va chercher ces informations-là. Donc c'est un vrai plaisir. Alors à ce sujet justement, quand tu parles des interlocuteurs, c'est essentiellement des agents, on est d'accord, bon, en tout cas une belle partie. Bon, est-ce que jusque-là tu es d'accord avec moi? C'est une partie non négligeable, mais c'est pas non plus la partie majoritaire, pas forcément. D'accord. En tout cas, ces agents en question ont intérêt de t'endormir sur des dossiers par moment pour des raisons qu'on peut comprendre assez facilement parce qu'ils sont là pour faire du business, ils sont là pour placer des joueurs et au final, c'est assez simple. C'est comme ça. Comment tu fais pour avoir l'information et de te dire cette information en question, ça tient la route, celle-ci, c'est pour faire monter les enchères? Comment tu fais? Bah, l'idée, Bart, justement, c'est de ne pas se focaliser sur une source. Et, Ouais. forcément, tout le monde a un intérêt, tout le monde cherche à se servir de tout le monde dans ce milieu du foot. Et encore plus lorsqu'on est journaliste, la tentation pour nos interlocuteurs de tenter de se servir de nous, elle est forcément présente. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'on ne se focalise jamais sur l'information d'une personne. Quand on a une information, on demande à différents interlocuteurs de pouvoir nous la confirmer. C'est important. Donc voilà, Est-ce que tu c'est ça t'es la. fait enfler déjà, Bilal? Ben, paradoxalement, je me suis déjà fait enfler, mais plus sur des vraies informations qu'on me demande, entre guillemets. Enfin, en gros j'ai une bonne info, et parce que ça n'arrange pas qu'elle puisse être sortie au moment où je l'ai, on va tenter un petit peu de me mettre le bouillon dans le cerveau pour me mettre le doute. Donc, donc voilà un petit peu le cas de figure que j'ai paradoxalement le plus retrouvé. C'est plus ça, D'accord. paradoxalement, que j'ai que le cas de figure de ceux qui veulent un peu m'embrouiller pour que je sorte une fausse information. Et ça m'est notamment arrivé avec le dossier Memphis Depay, où j'avais l'information et lorsque, enfin, je me rappelle, je croise la veille
la signature de Depay, le président Aulas. Il me dit, ah non, non, donc je pose la question, je suis président, j'ai entendu que Memphis Depay. Il me dit, ah non, non, il est possible qu'on soit sur un joueur de Manchester, mais c'est pas Memphis Depay. Donc, il m'a mis un petit peu de doute, et en fait, c'était Memphis Depay. 04 84 80 69 deux fois Bilal de l'équipe est notre invité. Cette émission est enregistrée tous les jours à 15h, donc ce numéro de téléphone, utilisez-le pour poser des questions aux différents invités qu'on va recevoir, mais en amont, c'est-à-dire appelez vers 14h, 13h30, et on se fera un plaisir de prendre vos messages sur le répondeur ou en live pour vous diffuser ensuite à partir de 17h30 sur l'antenne d'OLTV. Je rappelle qu'OLTV, c'est gratos pendant tout le confinement. On va accueillir Jean-Paul, un habitué d'OL Next System. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Bilal Ghazi. Vous m'entendez bien? Bonsoir Jean-Paul. Ça va très bien Jean-Paul. J'espère que ton confinement se passe merveilleusement bien aussi, même si c'est dur. On écoute ta question Jean-Paul. Voilà, alors, avant de la poser, je voudrais juste te dire, et Bart, tu le sais, que je suis un supporter inconditionnel et avis de l'OL, jusqu'à en être malade pendant 2 jours quand on perd. Donc je ne suis sûrement pas très objectif et impartial à 100%, mais je sais que ma question reflète l'opinion de pas mal de supporters lyonnais. Alors c'est la suivante. Vas-y. Pourquoi le journaliste du journal L'Équipe, et surtout de la chaîne L'Équipe TV, n'aime pas l'OL et son président? Alors, Bilal, ça c'est un truc, c'est un marronnier. On entend tout le temps dire ouais, l'OL n'est pas aimé, à Marseille, tu vas à Marseille, tu vois, c'est Marseille qui n'est pas aimé, etc. etc. Est-ce que tu as une explication? C'est important que tu puisses le souligner que selon la ville dans laquelle tu vas ou selon le club que tu portes, il y a ce même rapport. On estime que les médias, ou en l'occurrence l'équipe, parce qu'on sait qu'on est le seul média en termes de presse écrite, au niveau de la presse sportive, que n'aime pas l'OL ou n'aime pas Jean-Michel Aulas. Je pense que de la même façon que Jean-Michel Aulas, peut-être on pourrait penser qu'il n'aime pas l'équipe, ce qui est faux. Voilà, c'est une relation parfois qui est vivante, mais évidemment qu'il n'y a pas de parti pris, ou il n'y a pas de préjugés à l'encontre de l'Olympique Lyonnais. Et on n'est pas là pour aimer ou ne pas aimer. Parce que parfois aussi, il y a le côté, mais pourquoi, enfin, dans la question qui revient parfois en plus, hein, dans la manière dont on peut la poser, on part du postulat qu'on doit aimer ou détester quelque chose. Non, le principe, c'est d'avoir la meilleure distance, et la distance juste, la distance objective. Donc voilà un petit peu la manière dont on doit appréhender un petit peu le suivi d'un club. Mais je rassure tout le monde, en ce qui me concerne, en tout cas, je n'ai aucun désamour à l'encontre de l'Olympique Lyonnais. Voilà Jean-Paul. Quand les critiques sont justifiées et objectives, ok, hein, Bart en parle souvent, et je suis d'accord avec toi à 100%. Mais franchement, il y a des fois, je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. Voilà, c'est pour ça. C'est le cœur du supporter qui parle. C'est ça. Oui, bien sûr. Bonne soirée à toi, Jean-Paul, et merci de ta fidélité. Tu reviens dans cette émission quand tu le désires, Jean-Paul. Merci beaucoup. J'ai une question Twitter, si tu veux bien, pour toi, Bilal. C'est Erwan Noël qui nous demande la chose suivante. Est-ce qu'un retour de Pjanic pourrait être envisageable si Aouar allait à la Juve? Est-ce que c'est un fantasme de supporter ou est-ce que ça circule comme information, ça? J'en ai jamais entendu parler, très sincèrement. Ensuite, je sais que Pjanic, c'est un des plus gros salaires de Serie A. C'est un salaire qui est aujourd'hui plus pratiqué par l'Olympique Lyonnais. Donc, ne serait-ce qu'à cet égard-là, déjà, il y a une première difficulté qui s'oppose à ça. Et puis aujourd'hui, je pense que il est encore relativement jeune. Pjanic, il doit avoir peut-être 30 ans. Ouais, je pense que ça doit être ça. Voilà, et sans faire un jour à l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui c'est compliqué. Il y a beaucoup de supporters souvent qui posent des questions sur est-ce que tel joueur de la Juventus, est-ce que tel joueur de l'Ajax. Aujourd'hui, c'est quand même complexe dans un plan de carrière. Le l'OL ne rentre pas dans un club qui correspond, on va dire, à une progression de carrière. Il faut dire les choses. Lorsqu'on a la Juventus et qu'on a 30 ans, l'idée quand on a la Juventus et qu'on a 30 ans, c'est d'y rester, ou d'aller dans un club similaire, ou peut-être même encore un peu plus haut, quoi. Pjanic, il y a 2 ans, on parlait de lui à Barcelone, au Paris Saint-Germain, des clubs qui ont des moyens largement supérieurs. Et c'est peut-être que cette histoire d'amour du club, on parlait d'amour il y a quelques secondes dans un autre contexte, laisse à penser que parfois les supporters ont des visions très élevées. Un peu ludiques, presque. Un peu fantasmé parfois de ce qu'ils aimeraient, quoi. Et c'est compliqué. Et Pjanic, je pense qu'il n'y a
aucune chance aujourd'hui qu'il puisse jouer à l'Olympique Lyonnais à court terme. Pour finir sa carrière, pourquoi pas, mais c'est compliqué, quoi. Il y a un instant, Bilal, merci de ta réponse. Il y a un instant, Bilal, tu parlais des relations des journalistes avec le président Las, parlons de l'Olympique Lyonnais pour le coup. Ces informations et ces relations, elles sont parfois un peu épineuses parce que on est obligé de marcher main dans la main parce que l'équipe est le journal sportif en France. Évidemment qu'une institution comme l'Olympique Lyonnais, on en parle beaucoup dans ce fameux quotidien français qui s'appelle L'Équipe et Le Sol. On marche main dans la main, mais parfois, ça pique. Comment on fait dans ces moments-là ? Ça pique, mais ça pique jamais très longtemps. C'est ça qu'il faut aussi souligner. Il y a aussi parfois une perception, parfois exagérée, de ce que peuvent être les tensions entre l'Olympique Lyonnais et les journalistes qui le suivent. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours souligné. Tu t'en es témoin parce que c'est aussi des propos que je tiens en off. C'est un club avec lequel il est très facile de travailler. C'est-à-dire que ça peut monter. Excuse-moi de te couper. On en a parlé hier. Pardon de te couper. On en a parlé un peu hier. Que si le président Aulas demain ne faisait plus partie du cercle du football français, pour toi, ça serait une remise en cause qui serait sans doute désagréable. Parce qu'il fait partie du game, quoi. Pour moi, c'est un plaisir que d'avoir pour interlocuteur quelqu'un de la qualité professionnelle de Jean-Michel Aulas. Alors, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec lui. On est souvent peu d'accord sur la forme plus que sur le fond. Le fond, il a des idées qui se respectent. Et la forme, parfois, est un petit peu détonnante, on va dire. Voilà. Et puis, c'est vrai que il a cette capacité peut-être à rendre un petit peu has-been tous les autres interlocuteurs du football français, quoi. Et demain, peut-être par exemple passer à une relation avec un président ou un dirigeant qui aurait une interaction beaucoup moins vivante, beaucoup moins riche avec les médias, ce serait difficile parce que de la même façon que beaucoup pensent que les médias n'aiment pas Jean-Michel Aulas, l'inverse est aussi souvent entendu, comme quoi Jean-Michel Aulas n'aime pas forcément les médias, alors que c'est tout le contraire, c'est quelqu'un qui a parfaitement compris l'importance des médias, qui en joue, qui parfois en surjoue, mais je préfère quelqu'un qui joue tous les ballons sur le terrain médiatique que quelqu'un qui les esquive. Donc c'est plutôt un grand plaisir d'avoir en tant qu'interlocuteur, et je pense que ça nous fera tous bizarre le jour où il décidera de tirer sa révérence, ça c'est sûr. Dans un instant, on aura Antoine au 04 84 80 69 deux fois. Juste avant, une autre question de Twitter. Julien Martin, celle-ci, je l'ai vue passer 50 fois, donc je suis obligé d'en parler. As-tu eu des informations sur la prolongation de Memphis Depay ? Alors, sur la prolongation de Memphis Depay, on en a parlé hier dans le journal de l'équipe. La situation est très simple, c'est qu'après sa blessure, là, au mois de décembre dernier, il y avait la possibilité qu'il puisse prolonger, qui avait été proposée par le président Aulas. Mais on a le sentiment du côté de l'OL que Memphis n'est pas véritablement pressé de prolonger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il lui reste un an de contrat, donc jusqu'en 2021. Que lui, son principal défi, c'était de disputer l'Euro 2020 avec les Pays-Bas. Un défi qui est tombé à l'eau. Et c'est vrai que le fait qu'il voulait attendre l'Euro avant de se prononcer sur son avenir, sur sa prolongation, laisse à penser qu'il voulait voir quel type de perspective pouvait lui offrir l'éventualité de disputer l'Euro. Là, en l'occurrence, l'Euro a été repoussé, mais malgré tout, on a quand même le sentiment, dans la façon dont il prend son temps, qu'il y a une volonté pour lui de réfléchir à toutes les options, et ce qui, lorsqu'un joueur arrive à un an de la fin de son contrat, laisse à penser que ça peut annoncer un été un petit peu, on va dire, une certaine incertitude. Même si pour le coup, la volonté de l'OL, c'est de le prolonger, ça c'est sûr et certain. Bilal Ghazi, l'équipe est l'invité de All Night System spécial 04 84 80 69 deux fois. On accueille Antoine. Antoine, sois le bienvenu. Oui, bonjour Bart, bonjour Bilal. Justement, j'allais en revenir à la question par rapport au mercato. Est-ce que le fait de l'incertitude de la fin de saison avec le coronavirus, est-ce que justement comme Memphis ou d'autres joueurs, s'il n'y a pas de participation de Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Europa League, est-ce que ça remet en cause le mercato? Et est-ce que la cellule de recrutement a peut-être des idées de joueurs en cas de départ ou de voilà? Merci beaucoup de ta question, camarade. À bientôt. Merci Antoine pour la question. Alors, la première question... Ça redistribue les cartes quand même. Ça redistribue très fortement les cartes, mais ça, c'est avec
avec ou sans coronavirus, si même la saison reprend et que l'OL ne se qualifie pas en Coupe d'Europe, forcément, il y aura des interrogations assez fortes au niveau des joueurs, les principaux joueurs qui vont se dire peut-être qu'une saison sans Coupe d'Europe, est-ce qu'on peut s'en permettre? Mais aussi au niveau des moyens. On sait ce que ça représente, le manque à gagner d'une absence en Coupe d'Europe. Donc les conséquences, elles seront forcément très fortes. Forcément, ça conditionne un mercato, que ce soit dans le sens des arrivées ou dans le sens des départs. Et puis, la petite incertitude en ce moment qui est liée un petit peu à l'avenir de Florian Maurice, parce qu'on sait qu'il est convoité, notamment du côté de la Bretagne, et que ça pourrait avoir des conséquences certaines aussi sur la façon pour l'OL de recruter. Donc, est-ce que le mercato de l'OL aujourd'hui s'appréhende avec certaines questions, certaines incertitudes? J'ai envie de dire totalement. Merci à Antoine encore une fois pour sa question. Bilal Ghazi, l'invité d'OL Night System spécial. Bilal, on parle beaucoup du président depuis le début de cette émission, mais on parle ces derniers jours beaucoup également de la succession, puisqu'il a ouvert la porte lui-même, il ne s'en est pas caché, en annonçant que Tony Parker pourrait avoir un profil intéressant pour l'Olympique Lyonnais dans un avenir assez proche, quelques années à peine. Quel est ton sentiment par rapport à cette information ? Je ne suis pas vraiment étonné dans le sens où, on le disait tout à l'heure, un petit peu l'envergure du président là, c'est quand même particulièrement importante, que c'est compliqué d'imaginer. Enfin, le portrait robot du successeur de Jean-Michel Aulas, il faut être costaud quand même pour pouvoir vraiment se l'imaginer. Il y a quand même beaucoup de paramètres, mais c'est sûr qu'il y a une forme déjà d'envergure médiatique, une forme de maîtrise du sport et de sa conception internationale, on va dire. Ça peut faire partie un petit peu des attraits, entre guillemets, que peut présenter Tony Parker, qui est une figure du sport français, qui a cette connaissance aussi du sport international, qui a une aura, quand même. C'est un sportif reconnu. Mondialement connu. Mondialement, tout à fait, qui offre une vision donc un petit peu qui est similaire à celle que peut avoir Jean-Michel Aulas pour l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire une vision à l'international. C'est quelqu'un qui est aussi un businessman reconnu, qui a entre guillemets, qui serait pas parachuté de manière un petit peu soudaine, parce que il est déjà le propriétaire de l'Asvel, que on peut imaginer, ça fait peut-être un peu plus d'un an qu'il côtoie quasiment quotidiennement le président Aulas, qui va peut-être le faire encore. Ça a du sens pour toi, quoi. Pour moi, ça a du sens. Ça a du sens totalement. Même si, encore une fois, l'Olympique Lyonnais, c'est une machine qui est bien plus importante que l'Asvel, qui a un vrai défi. C'est pas le basket, c'est le football. Donc, maintenant, sa filiation au foot, à Tony Parker, je la connais pas suffisamment, mais il y a d'autres patrons qui sont arrivés, qui ont été catapultés dans le milieu du foot uniquement par leur puissance financière et sans forcément beaucoup d'affinités footballistiques. Donc, ouais, pour moi, ça a du sens. Merci Bilal de ta réponse. Allez, on accueille Lucas au 04 84 80 69 deux fois. Je vous rappelle que cette émission est enregistrée tous les jours à 15h. Si vous voulez poser des questions à nos invités, demain on recevra Raphaël par exemple. Eh bien, il faut appeler bien en amont puisqu'on l'enregistre à 15h et qu'elle est diffusée à 17h30 ensuite. Bonsoir Lucas. Ouh là là, là ça va être très sympa, je le sens. Ça va Lucas? Allô? Oui, Lucas, est-ce que tu nous entends? Non, je vous entends pas du tout. Bon, c'est pas grave, Lucas, je te prie de nous excuser. On va passer à notre téléspectateur. Il y a Cédric qui lui aussi voulait intervenir. Mais malheureusement, visiblement, la liaison n'est pas très bonne. La question de Cédric, elle est assez simple. Il y a eu une punchline de Benzema sur Giroud qui a enflammé les réseaux sociaux quelques heures, quelques jours, où il comparait Giroud à un karting et se mettait dans une Formule 1 en ce qui le concerne. Est-ce que tu penses que c'est un éléphant qui a accouché d'une souris, qu'on en a trop fait, ou est-ce qu'il s'est passé vraiment quelque chose? C'est pour moi un éléphant qui a accouché d'une souris et mais c'est logique que ce soit que ça ait une répercussion un petit peu importante, parce qu'on est dans une période où on est sevré d'actualité, on est sevré de football, donc le moindre événement, le moindre petit truc qui va susciter l'attention va prendre tout de suite une ampleur un peu plus importante. Mais pour moi, ça fait partie du franc-parler de Karim Benzema. On se plaint souvent que les joueurs ont la langue de bois. Il a dit ce qu'il pensait, il a mis une forme qui correspond à un langage un peu de culture urbaine, parce que c'est issu d'un titre de rap, de Booba. Voilà, next, quoi. Ça mérite pas non plus qu'on
qu'on s'y attarde de manière indéfinie, quoi. Est-ce que finalement, c'est pas typiquement l'époque qui veut ça, puisque tu l'as dit très justement, on dit tout le temps, les joueurs font de la langue de bois, on n'arrive rien, les conférences de presse c'est chiant et on ne s'y passe rien, on n'entend rien, etc. Et dès qu'un joueur sort du champ en disant, ben voilà, moi j'ai le sentiment d'être plus fort que lui, c'est pas dégueulasse comme réflexion, tu as le droit de penser que tu es meilleur qu'un autre, et ben finalement ça fait un buzz, mais sur du sable mouvant, c'est rien, quoi, en fait. Après, c'est la forme qui est détonnante, mais c'est l'exercice qui était particulier. C'est sur Instagram, c'est un live, c'est un humoriste qui lui pose, enfin humoriste, un youtubeur qui lui pose la question. Il y a tout un contexte autour de ça, et puis il faut aussi rappeler un peu quel est le contexte qui est autour de Karim. Karim, aujourd'hui, je pense qu'il a plus, entre guillemets, qu'il a accepté un petit peu l'image clivante qu'il a en France, qu'il a. Mais ça t'a fait chier, Bilal, entre toi et moi, que finalement, il balance quelque chose qui a été fort quand même, mais que ça soit sur ses réseaux sociaux et qu'aucun journaliste n'a réussi à l'avoir à l'écrit, ça, tu vois? Est-ce que finalement, non, personnellement, ça m'a pas touché professionnellement parlant. Ça aurait fait la une de l'équipe si c'est toi qui fais le papier. Tu vois, ça aurait été en une le lendemain, non? Mais bien sûr, mais après, on peut pas avoir tout le monde en interview, et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux. Après, par exemple, je ne suis pas convaincu que dans un contexte d'interview avec un journaliste, il aurait tenu le même propos. Comme j'ai dit, j'ai pas vraiment du frustration. Non, parce que la frustration, c'est se dire, j'aurais pu l'avoir, il aurait pu avoir les mêmes propos. Une frustration doit exister. Et là, il l'aurait exprimé différemment. Et je pense que les réseaux sociaux conditionnent le discours de manière assez différente, finalement, Bart. On ne s'exprime pas de la même manière face à une caméra quand on est en visio avec un mec qui est un humoriste que lorsqu'on est face à un journaliste dans un contexte un peu plus préparé où il y a un peu moins de spontanéité parce qu'on sait depuis 4, 5, 6 jours qu'on va avoir une interview, que ça va faire la une de l'équipe quoi qu'il arrive parce qu'on est un joueur de l'équipe de France. Et il y a tout un conditionnement qui est quand même assez différent, qui laisse à penser que beaucoup estiment que les réseaux sociaux peuvent être un danger pour les médias, mais je ne suis pas convaincu que la manière de s'exprimer sur les médias est similaire à celle utilisée par les joueurs pour le faire sur leurs réseaux sociaux, tout simplement. Je suis d'accord avec toi, sauf que ce qui se passe sur les réseaux sociaux est relayé ensuite sur les médias en disant, ben voilà, sur les réseaux sociaux, on ne parle pas comme on pourrait parler face à un journaliste, mais en définitive, on en reparle quand même dans le journal. Donc, Non, mais après, évidemment, ça reste le meilleur attaquant français qui parle du attaquant de l'équipe de France. Ouais. Ça peut, on peut pas, on ne peut pas, du fait que ce ne soit pas dit au micro d'un média, occulter le fait que cette phrase-là, elle existe et qu'elle a un impact. Simplement, même si elle a un impact, comme je l'ai dit, c'est voilà, ça a pris des proportions peut-être un peu exagérées quand on voit que des personnalités non issues du football se sont saisies de ça. Les débats, ils ont été, à mon sens, un peu trop exagérés. Mais bon, c'est aussi la période qui veut que le moindre petit élément de discussion, on s'en saisit et il est important d'en faire un usage le plus long possible. Allez, on va quasiment terminer cette émission avec la question que tout le monde se pose. Le championnat de France, la Ligue des Champions, ça va finir comment cette histoire? Alors ça, c'est une question qui nous revient souvent, et que tout le monde est impatient de connaître. Mais on le voit à travers, ne serait-ce que les politiques, qu'il y a une forme d'incertitude assez prononcée, que les informations elles sont déjà très peu nombreuses sur le déconfinement, et que ce déconfinement-là est intimement lié enfin que du moins la période de reprise est intimement liée à ce déconfinement, parce que l'un ne va pas sans l'autre forcément. Et aujourd'hui, c'est le flou le plus complet. Donc ce qu'on sait, c'est que toutes les hypothèses, elles sont travaillées, c'est-à-dire celle d'un arrêt du championnat, celle d'une reprise qui ensuite étirerait le championnat au-delà du 30 juin. Si tu devais mettre une pièce, Bilal. Tu sais, par habitude, je ne mettrai pas de pièce. Parce que mettre une pièce, ça peut toujours être interprété comme le mec qui a une information. Souvent, quand je mets des pièces, on me dit « Ah, mais lui doit savoir quelque chose derrière ».
Et on est dans une période où ça pourrait créer un espoir ou un désespoir que j'ai pas envie de susciter. La seule chose que j'ai envie par contre de dire pour jouer un minimum le jeu de la question, c'est que, à mon sens, au regard des difficultés que poserait un championnat qui irait au-delà du 30 juin, plus les jours passent et plus il est compliqué d'envisager un championnat qui reprendrait, qui ira à son terme. Ça reste mon point de vue, parce que l'UEFA incite à ce qu'il y ait une reprise du championnat. Beaucoup de présidents de Ligue 1 incitent à ce qu'il y ait une reprise du championnat parce qu'il y a aussi des enjeux économiques très forts. Mais on sait que le 30 juin, c'est la date à laquelle se terminent beaucoup de contrats, les prêts, et que ça va poser une problématique assez prononcée au niveau de plusieurs clubs. Et hier, je faisais un live sur Instagram, et je donnais l'exemple de Brest. Brest, il y a 9 joueurs qui arrivent en fin de contrat le 30 juin prochain et 2 joueurs qui arrivent en fin de prêt le 30 juin prochain. En gros, il y a de quoi faire une équipe complète. Comment 11 joueurs. Comment on fait? C'est-à-dire que si des joueurs ne veulent pas prolonger, de la même façon, Toulouse, il y a 2 joueurs qui sont en fin de contrat. Toulouse, s'ils sont relégués, qui seront déjà en danger économiquement par rapport à leur descente en Ligue 2, on va les obliger de prolonger des joueurs. En plus, c'est 2 gros salaires, puisque c'est Moubélé et Yaya Sanogo, dans un contexte où il y aura peut-être déjà un plan social du fait de la descente. Ce sont 2 gros salaires avec les charges. Ça peut représenter un an de salaire de 5 ou 6 petits employés. Il y a tout un tas de questions. Moi, j'ai un peu bossé sur la question de tout ce qui était les fins de contrat. Et ça va être de la négociation de gré à gré. Ceux qui refuseraient de prolonger leur contrat de quelques semaines seront forcément mal perçus. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles ils peuvent s'accrocher. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, ça reste le droit du travail qui est plus important que les règlements. Très bien, Bilal. Un petit dernier, Michel, pour la route. Michel, fais très vite parce qu'on est un petit peu à la bourre. Bonsoir, Michel, et bienvenue dans Well Night System. Bilal Ghazi, notre invité d'équipe. Bonsoir, Bart, et bonsoir, Bilal. Bonsoir, Michel. Bonsoir, bienvenue à toi. On t'écoute, Michel. Merci. Bah, écoute, moi, sur la question de la fin du championnat, je me dis que ça va pas être possible. Quand on parle de confinement, on est confiné, on parle de prolongement de confinement. Donc au mieux, ça va jusqu'au 30 avril. Au pire, ça va jusqu'au 15 mai. En Italie, c'est parti jusqu'au 14 mai, je crois, ou 15 mai. Ensuite, il faut que les joueurs se retravaillent physiquement. Reprise du championnat le 1er juin pour faire combien il reste de journées 10 journées. Coupe d'Europe, finale de Coupe de la Ligue. Ça t'amène jusqu'au mois de septembre. Il faut se rendre à l'évidence. Cette année, c'est mort. Et la saison, elle va s'interrompre, comme elle va s'interrompre de partout, c'est tout. Elle n'ira pas plus loin que ce qui va se passer maintenant. Merci beaucoup de ton intervention, Michel. Bilal, une réaction? C'est qu'il rebondissait sur pas mal de propos qu'on avait tenus juste avant. Et il y a aussi un élément très important que Michel souligne, c'est la question que le déconfinement va s'arrêter, la vie va reprendre, mais combien de temps aussi pour que les joueurs soient prêts à redémarrer la saison, parce que on imagine que la plupart s'entretiennent avec sérieux, mais l'entretien individuel dans un cadre confiné, c'est quand même pas la meilleure des choses pour se maintenir en meilleure forme. Donc il va peut-être falloir un petit peu de temps, 2-3 semaines de préparation. Il y a des précautions d'un point de vue physique, il faut aussi protéger les joueurs. L'idée, c'est pas de dire je dis déconfinement le 14 mai, le 21 mai on joue. Il faut aussi protéger l'intégrité des joueurs, et ça c'est très très important aussi à souligner. Merci beaucoup, Bilal. On va terminer cette émission avec la petite interview confinement rapidement. Bilal, qu'as-tu appris sur toi depuis ce confinement? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Que j'étais finalement peut-être plus patient que ce que je le pensais. Que j'ai gagné en patience. Que vois-tu de ta fenêtre, Bilal, depuis le confinement? Alors, de ma fenêtre, je vois une école qui est vide, qui avant, le matin, parfois me dérangeait. Quand je faisais les grasses matinées, tu sais, la récréation de 10 heures, là. Terrifiant. T'as envie de les tuer. Tu pouvais être horrible. Et là, il me manque, les gamins. Revenez vite, vous me manquez tous. Que vas-tu faire tout de suite après le confinement? La première chose. Je vais aller voir mes parents. Est-ce que tu as eu des nouvelles de personnes que tu avais complètement perdues de vue depuis le confinement? Non, mais par contre, il y a des personnes
de par leur spontanéité, la manière dont ils le font, prennent des nouvelles et ce n'étaient pas les personnes les plus attendues. Il y a des personnes qu'on attend plus que d'autres. Et c'est agréable parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'à mon sens, on voit les personnes, la grandeur humaine de certaines personnes. Et pour terminer, que fais-tu que tu ne faisais plus avant depuis le confinement? Je dors. Merci beaucoup, Bilal, d'avoir été notre invité. Et, avec plaisir, Marc. Et puis, tu reviens quand tu veux dans cette émission. Nous, on se retrouve demain avec Raphaël, le joueur de l'Olympique Lyonnais. Je vous rappelle le concept, cette émission est enregistrée tous les jours à 15h. Donc, si vous voulez poser des questions à Raphaël demain, composez maintenant au 04 84 80 69 deux fois. Laissez un message sur le répondeur et Nicolas vous rappellera demain. Mais tout ça, faites-le avant 15h, parce qu'après, ça ne sert plus à rien. Bilal, merci infiniment. Belle soirée à toi. Ciao, avec plaisir. Bilal. On se retrouve demain. T'es gentil, Bilal. On se retrouve demain à 17h30 sur l'antenne de LTV. Et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les gars.